Je peux commencer. Oui, tout à fait, oui. Le 2 août 1914. C'était une belle journée d'été. Un samedi peut-être, sans pouvoir toutefois l'affirmer. J'allais avoir 10 ans, le 18 septembre. C'était l'après-midi, vers 15 heures. Je me trouvais au jardin potager avec maman. Tout à coup, on entendit les cloches de Otto sonner, puis celles de Victo, puis de Ruménie. Maman connaissait parfaitement ces sonneries toutes différentes. Elle sursauta. « C'est le tocsin, il doit y avoir le feu. » En effet, le tocsin était un appel à la population. La première surprise passée, voici qu'on entendit un bruit de voiture. C'était papa, qui était parti 1 heure auparavant et qui revenait à grand train. Il nous cria « La guerre est déclarée !» On affiche dans les mairies la mobilisation générale. Stupeur, consternation. Aussitôt mes parents réalisèrent. Dieu soit loué, papa n'était pas mobilisable. Il venait de prendre 50 ans le 2 juillet et mon frère Louis était trop jeune. Mais nous avions un jeune ménage de serviteurs. Lui venait de terminer son service militaire, 3 ans à cette époque. Ils étaient mariés depuis 1 mois. Ils faisaient donc partie de l'armée active. Ils devaient partir immédiatement. Marie, sa femme, était notre employée de maison, aidait à la laiterie. Maman lui dit d'aller chercher son mari qui travaillait aux alentours. Papa consulta avec Eugène, c'était son nom, son livret militaire. En effet, il devait partir immédiatement et sans délai et se rendre à son quartier d'incorporation. Il lui fallait donc prendre le premier train en partance à Ménimogé. En 1 heure, on prépara dans 2 musettes ses papiers, des effets et des provisions pour 2 jours. Tout ça était stipulé sur le livret militaire. Papa venait d'appeler un cheval frais, puis ils partirent tous les 3. Papa et Marie rentrèrent vers 8 heures. Ils avaient vu passer des trains remplis de jeunes soldats, serrés les uns contre les autres. Ils agitaient des fleurs, ils chantaient « À Berlin, à Berlin !» Pauvres enfants, disait mon père, les larmes aux yeux. La pauvre Marie pleurait aussi. Elle venait de Bretagne et n'avait aucune famille par ici. Son mari ne donna jamais aucune nouvelle. On sut par la suite qu'il fut de ceux qui furent envoyés directement sur le front de Belgique. Les batailles y furent terribles. Très nombreux, ils furent portés disparus. Les départs continuèrent dans toutes les familles, les unes après les autres. Quelle tristesse générale! On se recevait bien peu de nouvelles. Seul mon père, qui circulait pour ses affaires, en apprenait de temps en temps. Au bout de 3 ou 4 semaines, des trains transportant des blessés commencèrent à passer. Les pauvres malheureux devaient supporter leurs souffrances, la chaleur et les cahots de ces inconfortables trains en bois, et surtout privés de soins. La Croix-Rouge fit appel aux bénévoles. Ainsi, aux arrêts dans les gares, ils leur apportaient à boire et ce qu'ils pouvaient. Les hôpitaux plus proches du fond étaient débordés et l'on refoulait les blessés de plus en plus loin. Jusqu'à Bordeaux pour l'un de chez nous, blessé à la jambe,
et qui, faute de soins, mourut en route. Il avait environ 30 ans, on était dans les derniers jours du mois d'août. Sans étendre, bon. Et ce fut le temps de la guerre. Il fallait bien s'organiser. Il ne restait que des pères de famille ou de jeunes garçons encore plus ou moins à l'école. Alors, petit à petit, les femmes se mirent à tous les travaux, aussi bien à la campagne, mais aussi dans les villes, les bureaux, partout. Un jeune ingénieur en automobile, André Citroën, fut le premier à engager des femmes dans ses usines quai de Javel. Est-ce que je parle de Marie Gombeau? Non, vous pouvez passer si vous souhaitez. Moi, ça ne me dérange pas. Chez nous, notre Marie Gombeau, très courageuse et si bonne ouvrière, se vit confier par papa le rôle de charretier. Ses juments lui obéissaient bien. Elle pouvait conduire à 2 chevaux lorsque cela était nécessaire, car tous les charrois se faisaient avec les chevaux. Elle était très connue dans tout le pays. Peut-être la vue à la croix, je crois, non? Pardon. Peut-être la vue à la croix que vous reprenez. Oui, sans doute. Oui. Je ne vois rien à signaler de particulier de ces années de guerre. Nous fûmes une famille privilégiée puisque mon père ne fut pas mobilisé. Mon frère Louis, ayant été une première fois ajourné, fut incorporé à 18 ans. Ah, c'est ça que j'ai fait tout. Il fut versé dans l'artillerie lourde, il eut de la chance et ne fut pas parmi les plus malheureux. Prenez votre temps, on peut faire. Ayant des loisirs, abandonnèrent broderie, art d'agrément pour se rendre utiles, dans les hôpitaux d'ailleurs. On tricotait beaucoup aussi. Même nous, les fillettes, chaussettes, cache-nez et gants pour les soldats. Ça, j'ai du mal à manger. Bon. Alors, maintenant. Les hivers pendant la guerre furent très rigoureux. Dans les tranchées boueuses, les pieds gelés. On distribua des sabots. Ce furent les Américains qui, peut-être vers 1915, amenèrent les bottes en caoutchouc que l'on ne connaissait pas en France. Le président de la République, Raymond Poincaré, et son premier ministre, Clémenceau, se rendaient fréquemment sur le front visiter les soldats, les encourager. Et lorsque ceux-ci étaient au repos à l'arrière, le plus souvent cantonnés dans des villages vides et le plus souvent ravagés par les combats d'artillerie, pour faire passer le temps, les distraire, des chansonniers, des artistes allèrent faire de petites séances récréatives, ce qui leur faisait grand plaisir. On chantait beaucoup, et je citerai une des premières qui eut cette idée, Mistinguett, et beaucoup d'autres que je n'ai pas connues. C'est ainsi que fut créée la plus populaire de toutes ces chansons, la Madelon. Dans les écoles et l'institution où j'étais pensionnaire, on nous apprenait des chants et des poèmes patriotiques. 11 novembre 1918. J'étais en pension à Lisieux lors de l'armistice. C'était la récréation de 11 heures. Il faisait un beau soleil. Tout à coup, les cloches de la cathédrale se mirent à sonner à toute volée. « Tiens, nous disions-nous, il y a un grand mariage. » Quelques instants plus tard, notre directrice arriva dans la cour de récréation, disant très fort
Mes enfants, la guerre est finie, c'est l'armistice. Grand silence. Puis l'une de nos compagnes dit, la guerre est finie, alors papa va revenir. Et c'était tout. Très bien. C'est comme vous voulez, hein, c'est... Bon, ici, nous... Ou de façon générale, si vous préférez, vous pouvez, sans citer de cas précis de votre famille. Hein, oui, en général, les ouvriers agricoles arrivaient vers 6h30 le matin. L'habitude, c'était qu'à 7h, ils trouvaient la soupe chaude à la cuisine et une tasse de café. Après quoi, le charretier, par exemple, eh bien, allait soigner ses chevaux. On leur donnait l'avoine, et puis on les faisait boire, mais ça, je peux... Bon. Parce que je ne... Et ça, c'était très important. Si on leur donnait à boire avant, ou si on leur donnait l'avoine la première. Ah ben oui, parce que ça, c'était... Et ensuite, après ça, eh bien, ils nettoyaient leurs chevaux, c'est-à-dire les brossaient, etc. Et puis ils partaient à leur travail vers 8 heures. Il fallait faire mettre l'attelage. Mais bien sûr, oui, tout ça, ils étaient prêts vers 8 heures. Et alors, s'ils restaient sur place, ils avaient pris à la cuisine une bonne tartine de pain, un peu de lard, et pour le casse-croûte de 10 heures. Bon. Donc on faisait la pause à 10 heures. Oui. Ça, c'était enfin, c'était comme ça. Le travail était moins précipité, on prenait plus son temps, on n'était pas payé cher, la vie était toute différente. Et donc les ouvriers revenaient vers midi, sans doute? Vous revenez vers midi, oui, ceux qu'on nourrissait. Certains, ceux qui étaient un ménage logé, ils repartaient dans leur maison, et puis revenaient pour 1h30, 2 heures. Ceux qui mangeaient à la cuisine, eh bien, c'était pareil, à peu près. Que dire? Et la vie des femmes pendant ce temps-là, donc les hommes partaient effectivement au champ. Alors, donc le travail des femmes, c'est... il y avait la traite des vaches. Alors... et... Vers quelle heure la traite des vaches? Oh, mais elle partait à 6h30 aussi, à peu près, pour aller traire dans les champs. Et enfin, on avait les vaches à l'étable l'hiver. Mais enfin, ça c'était du temps... Enfin, ça n'a pas toujours été ça. Il fut des années où les vaches restaient l'hiver, je ne sais pas pourquoi dehors, quand j'étais petite, mais enfin, chez nous on les rentrait. Et puis, autrement, je ne sais pas, alors pour la lessive. Oui, tout à fait. Ah, la lessive était une grande affaire. Les jeunes mariés étaient toujours nantis d'un très beau trousseau. Et alors des draps, du linge de maison, et puis surtout des chemises pour les hommes et pour les femmes, on en avait un grand nombre. Et en général, on faisait une grande lessive 2 ou 3 fois par an. Alors ça, c'était... Il venait des femmes qui étaient un petit peu les spécialistes, parce qu'il y en avait 2 ou 3 pour faire une grande journée de lavage. On rinçait au lavoir ou à la rivière, selon les endroits où on habitait. Il n'y avait pas de lessive à cette époque-là, non? Ah, mais si, on faisait une lessive à la cendre. À la cendre. Alors, ça se passait en 3 jours. Le premier jour, le linge avait été préparé par l'employé de maison ou la maîtresse de maison. Préparé, c'est-à-dire mis à tremper, savonné, etc. Bon. Et puis, quand le linge était lavé, on avait disposé dans des grandes cuves en bois de la cendre dans des sacs qu'on mettait dans le fond de la cuve. Il avait fallu installer des grosses lattes
de bois pour l'écoulement de la lessive. Et puis alors, le lendemain, on mettait le feu au chaudron qui se trouvait à côté. Dans toutes les fermes, il y avait un grand chaudron pour la lessive. Et avec un instrument qui s'appelait un puchoir, c'est-à-dire une espèce de grande casserole avec un très long manche, et bien toute la journée, on arrosait le linge avec de l'eau bouillante, mais pas trop bouillante, pas plus que bouillante. Il ne fallait pas que ça bouille trop fort, mais ça durait toute la journée. Elle finissait vers 4 heures un peu, et alors on se relayait le temps du déjeuner. Oui, ça n'arrêtait pas. Ah non, ben non, parce que le feu, il fallait l'alimenter et ne pas le laisser tomber, puis l'eau aurait refroidi. Et on frottait le linge, non? Alors, le lendemain, il revenait 2 ou 3 femmes, et elles allaient rincer le linge au battoir, à la rivière ou au lavoir. Voilà. Oui, il y avait 2 lavoirs à Cambremer, hein, donc... Ah oui, il y avait 2 beaux lavoirs. Oui. Il y avait combien de personnes à peu près pour ces lessives? Eh bien, par exemple, nous à la maison, le premier jour où on préparait le linge, elles étaient 2 à frotter. Le lendemain où on coulait la lessive, il n'y en avait qu'une. Mais enfin, on la relayait au moment du déjeuner pour qu'elle puisse se reposer au moment du déjeuner. Et alors, pour rincer le 3e jour, elles étaient quelquefois 3. Et le grand bonheur des petites filles, c'était de pouvoir aider à la lessive. Alors on vous donnait les mouchoirs ou les petits morceaux, trop heureuse, avec un petit coffret. Moi je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il y avait un petit coffret et on allait avec les braves femmes qui étaient gentilles et bonnes possible. Et la première journée là, que vous frottiez, ça se passait où ça? C'était dans la buanderie. Dans la buanderie. Dans la buanderie. Ah oui, par exemple à Cantepile, l'autre jour, quand on a visité le manoir, on dit que le petit bâtiment là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'était la buanderie. Et alors, au-dessus, parce que c'était une grande maison, au-dessus, il y avait un grenier pour étendre le linge. Alors qu'il y avait des courants d'air, des ficelles et tout ce que vous voudrez. Et le linge toute l'année fallait le stocker, donc c'était stocké au départ dans les armoires bien pliées, mais après ça devait prendre du volume. Après, il était pré-lavé au plus gros, si vous voulez, parce que la lessive... Avant de laver, donc quand le linge était sale, oui. Comme on lavait que 2 à 3 fois par an, il fallait bien stocker. Elle n'était pas mal propre pour ça, vous savez. Le lavage était... tous les 15 jours ou toutes les semaines, je ne sais plus trop, on faisait un pré-lavage. Oui. Et alors elle mettait ça sur des tréteaux, entassé sur des tréteaux. C'était les grosses pièces qui étaient lavées 2-3 fois par an. C'est ça, oui. Alors, mais ça fait du très très beau linge. Alors, oui, à la cendre. Ça enlevait bien les taches. On avait du linge superbe quand on savait, mais il y avait des bois qui faisaient de la meilleure cendre. Par exemple, le chêne faisait un lavage avec des taches rouges, c'était pas beau. Le meilleur, c'était le bois d'orme et le bois de pommier. Et la cendre était criblée pour qu'il n'y ait pas de petites saletés et que ça soit d'une propreté impeccable. Et alors les sacs à cendre étaient faits dans de la grosse toile de lin, des petits, voilà, on mettait 2 ou 3 si vous voulez, voilà, ça faisait de la très belle lessive. Mais vous savez... On est loin de la machine à laver. Bien sûr, les femmes avaient beaucoup de mal. Oui. Il fallait porter le linge au lavoir. D'ailleurs, si vous... C'est le progrès dans la maison. C'est-à-dire le progrès? Le progrès, eh bien, quand j'étais enfant, on a fait très froid dans toutes les maisons. Oui. Alors, c'est l'électricité qui a tout apporté. Maman qui
était né en 1877, disait ce qui a absolument amélioré d'une façon bouleversante la vie à la campagne et partout, c'est l'électricité qui nous a permis d'avoir tout le confort dans la maison. Vers quelle année c'était cette arrivée d'électricité? Alors ici chez nous, quand nous sommes arrivés ici, en 1926, l'électricité était dans le bourg. Mais, par exemple, elle s'arrêtait au château d'eau. Et nous étions ce qui s'appelle les écarts. Ça venait peut-être jusqu'à la côte du vieux cimetière, je n'en suis pas sûre. Nous n'avons eu l'électricité ici qu'en 1929. Alors, on a ce qui s'appelait les écarts. Et l'eau dans la maison, vous l'avez eu assez rapidement? Ah bien, c'est-à-dire que mon père nous avait fait installer sur le puits une pompe à main refoulante et qui nous envoyait de l'eau dans le grenier. On avait un réservoir de 500 ou 600 litres qu'on emplissait qu'on emplissait quand il le fallait. Mais enfin, sans doute de 500 litres, c'était suffisamment pesant. Alors ça a duré, ça, jusqu'à ce qu'on ait l'électricité. Quand nous avons eu l'électricité, on nous a fait mettre une pompe immergée dans le fond du puits. Et il y a deux ou trois pompes dans le fond du puits. Parce que quand on a eu le courant, quand on a eu l'eau de la ville sous pression, mon mari a décidé, et c'est fini les pannes de pompe, nous prenons le réseau. Le réseau. Est-ce qu'on parle un petit peu? C'était un bourg, comme tous les cantons, qui avait une certaine importance, parce que la population se déplaçait beaucoup à pied. Petit à petit est venue la bicyclette, mais enfin... Un cheval aussi, peut-être, hein? Alors, les chevaux, tous les petits fermiers, les gens qu'on appelait les gardiens, n'avaient pas de cheval. Et alors, le bourg était important. Il y a toujours eu un médecin, un pharmacien, la justice de paix, la gendarmerie, un percepteur. Je ne sais pas si j'en oublie. Il y avait une modiste qui était la mère de mademoiselle Lucienne, dont le grand-père était le facteur, monsieur Desmortreux. Et sa mère était modiste. Alors on faisait remettre un ruban, enfin, moi j'allais en ville si vous voulez. Mais enfin, elle était une petite modiste. Et puis alors il y avait beaucoup de commerçants, mais ça, ces dames vous en ont parlé. Oui, un petit peu, oui. Oui. Les routes que j'ai connues, moi, n'étaient pas bitumées, bien sûr, mais les cantonniers, c'était leur travail. Boucher les trous et remettre des pierres dans les trous. Mais le bourg de Cambremer, c'était pas bitumé. Le bourg de Cambremer, eh bien, c'était tout de même bien... Enfin, de la terre battue? Oh, mais non, mais très bien empierré, avec du caillou qu'on appelait du caillou de pierre, de Perrier, du caillou pour les... Alors, une chose amusante, à la Saint-Denis, on dansait le soir sur la place de l'église, jusqu'au jour où les femmes se sont... Mais vous savez, la nuit n'était pas toujours chaude, hein. Et alors on mettait des bancs, et puis les parents, les mamans regardaient, tout le monde dansait. Et jusqu'au jour où les dames se sont plaintes qu'elles abîmaient leurs souliers, et qu'elles aimaient mieux de danser à la salle des fêtes. Mais il fallait que la salle des fêtes fût faite. Et la salle des fêtes a été terminée en 38-39 pour la déclaration de la guerre, puisque c'est les Allemands en cantonnement qui ont étrenné la salle des fêtes.
Au lieu de les répartir dans les maisons, ils ont été cantonnés à la salle des fêtes. Et puis alors quelques-uns à Campi pour les officiers. Et alors dans le cours de l'année de la guerre 39-45, nous avons été, nous, repérés pour être une maison tranquille, et c'était l'officier le plus gradé avec son ordonnance, et puis souvent un sous-officier ou quelquefois un lieutenant tout de même, ou généralement 3 ou 4. Alors ils étaient de passage, ça dépendait, c'est surtout au moment de la bataille de Caen que c'était un passage, parce que ici, nous étions à seulement 30 km de Caen, et c'était un relais. Ceux qui étaient là attendaient qu'on les appelle à partir au front. Et ici, nous avions eu, dans la pièce que j'ai de l'autre côté, a toujours été prise par l'officier qui... Il y avait des moments où il n'y en avait pas, puis d'autres moments, il restait 8 jours, ou il restait 15 jours, un autre était resté plusieurs mois. Et alors c'est une pièce qui servait de bureau si c'était un officier important, et au moment de la bataille de Caen, celui-là n'était pas là à ce moment-là, et alors on déposait ici des jeunes lieutenants, sous-lieutenants, toujours des officiers, ou même jeunes capitaines. Ils avaient à leur disposition la pièce en face, ils dormaient sur des sacs de couchage, enfin il n'y avait pas de lit, et en attendant qu'on les appelle parce qu'on avait besoin d'eux ailleurs. Il n'y a pas eu de bombardement sur Cambremer, hein, par contre. Ah, si. Ah, tout de même, au moment de la libération, au moment de mais nous avons été libérés un lundi matin ou un mardi matin. Un mardi matin, à 11h. Les Anglais arrivaient venant de Falaise. Et à ce moment-là, nous avions eu pendant 3 mois un colonel vétérinaire. Il n'avait vraiment rien à faire puisqu'il n'y avait pas de chevaux. Il était bien peinard ici. Et alors, pour lui servir de, comment dit-on, d'escorte, sous les arbres là, il y avait un petit groupe de téléphonistes qui vivaient dans un car ou dans un camion. Un camion, oui. Oui, mais ils étaient tout de même 4-5. C'est pas un genre de camion. Et sous les arbres là. Et alors, ce qui faisait qu'un officier ne doit jamais être seul, je pense. Il avait peut-être son ordonnance ou un sergent, peut-être. Il a été là, peut-être 2 mois. Parce qu'il est parti quand ils ont évacué, quand ça a été la déroute. Et moi, il était bien brave et bon avec moi. Mais il demandait des petits services. Un jour, il fallait que je lui recouse ses boutons, de ses beaux habits. Il avait des habits magnifiques. Vous ne raconterez pas tout ça, gardez-le pour vous. Hein. Il avait des uniformes magnifiques. Alors je lui dis un jour, quand vous ne serez plus là, aurons-nous la Wehrmacht? J'ai mis en colère. La Wehrmacht, c'est la honte de l'armée allemande. Et alors un jour, qui était du cas où, il avait vu que nous allions à pied à la messe, mais enfin qu'on s'était habillé avec un peu de soin. Alors, aussitôt, il est allé chercher une belle vareuse en drap fin, magnifique. « S'il vous plaît, madame, se peut-il ?» Alors il me montrait ces beaux boutons qui étaient dorés, vous savez, c'était des boutons dorés, sûr. Je dis, votre ordonnance peut faire cela? Non, me dit-il. Non, il avait peur
peur que ça ne soit pas bien fait. Alors j'ai installé ces boutons, mais ça ne se cousait pas. Vous savez, c'est un peu comme les boutons de certaines chemises. Avec on enfonce. Et on enfonce et puis on passe un petit machin. Alors il était là qui me regardait et c'était très bien. Mais enfin, il n'était pas ennuyeux quand on ne cherchait pas de bêtises. Donc ça a été bombardé quand même ici, Cambremer, Ici, non? alors justement, quand les armées, et alors lui, celui-là, un jour me dit, c'était un colonel, asseyez-vous jeune homme, je vous en prie, vous me feriez plaisir. Il écoute, il écoute. Ah, il écoute, bon. Il règle. Bon. Un jour, parce qu'il me parlait, moi, voyez-vous, à ce moment-là, j'avais mon petit garçon qui avait 4-5 mois. Et alors on le mettait dans son berceau, non pas dehors, on avait trop peur au bombardement, mais tout de même dans le vestibule. Alors de temps en temps, il venait, il faisait là. Et un jour, je lui dis, apprends-nous des SS. Et alors, oui, il me dit, quand la bataille de Caen sera terminée, la guerre sera finie pour vous. On n'a pas trop compris ce qu'il avait voulu dire, et ça a été bien exact. Alors, à mesure que les troupes, mais ça vous savez ça par tout le monde, que les troupes s'étaient réunies quand la route qui vient de Caen à Falaise et l'autre venant d'Argentan, où il y avait eu des batailles terribles, Oui, tout à fait. Chambois, Oui, se sont retrouvés. Ils ont fusionné, ils sont tous revenus par là. Ah, d'accord. Alors, ils ont pris la route, mais ils avaient très peur, on a su ça après, qu'il n'y ait encore des Allemands partout, par ici, et surtout dans les bois, là. Ah, oui. Et alors, à mesure, pour préparer leur avance, ils envoyaient la nuit des fusées éclairantes. Et ils nous ont envoyé pas mal de bombardements. Ça passait au-dessus de la maison. Le lendemain de la libération, on serait promené avec une brouette dans la petite cour qui est là, on aurait rempli la brouette d'éclats d'obus. Ah oui, tout de même. Ah oui. Oh, il y en a eu de très gros. Il y en a quelques-uns que mon mari avait gardés, des gros éclats, gros comme ça, puis c'est méchant, vous savez, c'est... Mais enfin, nous n'avons rien eu sur la maison. Et un de nos parents de mon mari, qui habitait Lisieux, qui avait eu sa maison brûlée à Lisieux, et ça, nous n'en avons rien entendu. Alors que les bombardements du Havre, on les entendait parfaitement. Le vent n'en était pas, quand Lisieux a été bombardé, nous n'avons rien. Et le lendemain, ou surlendemain, un des parents de mon mari qui habitait Lisieux vient nous dire « Ne restez pas chez vous, cette maison avec un obus tomberait comme un château de cartes. Allez plus loin dans la campagne, en arrière. » Et c'est alors que monsieur le Suffleur avait fait dire à mon mari de venir le trouver pour lui proposer de nous réfugier chez eux. Et puis ça n'a pas eu lieu, ça n'est pas parti. Mais la nuit, tout de même, pendant une semaine, nous allions dormir dans un abri qui était tout à fait mal conçu, mais où était entassé du bois. Et on faisait le bois, vous savez, un petit peu comme des maisons. Ah oui. Alors, et il y a eu des éclats d'obus qui sont tombés là-dessus. Mais enfin, il n'en est pas tombé sur la maison. Tandis que, par exemple, à Saint-Aubin-sur-Algo, la fille de Monsieur Rau, sortant de chez elle pour aller à quelques mètres à son poulailler, à son chien, je ne sais pas quoi, a été tuée, sortant de sa maison. La fille de Monsieur Rau qui était instituteur, non? Non, il y avait un Fernand Rau, non, c'est pas celui-là, non? Eh bien, c'était sa sœur. Ah oui, d'accord. C'était sa sœur. D'accord. Mais il y a eu un Anglais qui a été tué aussi. Alors, eh bien, le dimanche précédent, mais ça n'allait pas bien à ce moment-là, le dimanche précédent notre libération, qui je crois a eu lieu le mardi matin. D'ailleurs, les communes d'Étré, de Saint-Père, de Corbon avaient reçu l'ordre d'évacuer. Nous, ça aurait été pour le lendemain, le lundi. Mais il y avait comme maire de Saint-Père
un vieux monsieur qui avait dit, moi j'ai 90 ans, je ne sortirai pas de ma maison. Mais il n'a pas eu à le faire parce que le dimanche après-midi, on n'en parlait plus. Les Allemands étaient tout près. Tout près, tout près. Alors, ce dimanche-là, mon mari est descendu par le petit chemin, là, pour aller voir monsieur le souffleur qui lui dit, ne restez pas dans la maison, venez chez nous, on se tasse, ne restez pas chez vous. Et dans le petit chemin, un avion, alors qu'il était dans le petit chemin, un avion s'est peut-être débarrassé de munitions dont il n'avait que faire, et un cheval s'était trouvé tué. Et alors, cet après-midi, celui-là a dû aussi bombarder sur la maison, comment vais-je dire, en dessus de la mairie, la petite maison qui est là, a reçu un éclat d'obus. Et je crois qu'il y a eu un Anglais de tuer, ça on ne l'avait même pas su. Mais enfin, c'est par la suite qu'il avait été enterré à Combremer. Voilà.